En RDC, les violences se poursuivent. 25 civils ont été tués dans une attaque à caractère ethnique dans l'est du pays. L'Ouganda inaugure un centre régional de renseignement, un joyau créé pour lutter contre l'insécurité dans les pays des Grands Lacs. Grand rassemblement en Floride samedi. Comme s'il était encore en campagne, Donald Trump a ravi ses supporters. « 25 civils ont été tués lors d'une attaque menée par une milice de l'ethnie Nandé dans une localité de l'Est de la République démocratique du Congo. Ces 25 personnes ont été tuées par des Mai Mai Mazembe dans le village de Kiagala et ses environs dans la province du Nord Kivu. Parmi les victimes, 24 ont été tués, décapités à la machette et une femme par balle. Selon les autorités locales de cette province, la tuerie s'est déroulée samedi entre 2h et 6h GMT et toutes les victimes sont des civils Hutus. Cette incursion des Mai Mai Mazembe dans le village des Hutus vient une fois encore enflammer le conflit interethnique dans la région. Les Mai Mai sont des groupes d'autodéfense constitués sur une base essentiellement ethnique. La dernière attaque d'envergure dans la région remonte à Noël 2016, lorsque 35 civils au moins avaient été tués dans des attaques réciproques de miliciens des deux groupes. L'antagonisme entre communautés Hutus et Nandé est exacerbé depuis plus d'1 an par une série d'attaques de villages par des milices de chaque camp dans le centre du Nord Kivu. Inauguration samedi d'un centre névralgique de renseignement en Ouganda. Les pays de la région des Grands Lacs ont procédé à cette opération destinée à coordonner le combat contre les ADF. Il s'agit d'un groupe armé musulman ougandais responsable de massacres en République démocratique du Congo voisine. Cette idée est venue quand on a réalisé que l'ADF avait cessé d'être un problème uniquement pour l'Ouganda, que c'était devenu un problème régional, qu'il menait des massacres dans l'est de la RDC et que ces cellules se répandaient dans toute la région. S'il y a des indications claires, s'il y a des renseignements solides que l'ennemi, l'ADF, opère en RDC et qu'il y a besoin de forces combinées, alors il y a certainement un accord dans un cadre clair pour que nos soldats aillent mener des opérations. Ils ont causé de nombreuses atrocités sur les populations civiles de l'Est de la RDC. Comme vous le savez, le président de la RDC est venu visiter ce pays pour rencontrer le président de l'Ouganda, pour comparer les projets et pour contrer les activités de l'ADF. Donc oui, il y a eu de nouvelles activités de l'ADF. Le centre est basé à Kasese, ville du sud-ouest de l'Ouganda, située à proximité de la frontière avec la RDC. Il sera géré par 8 experts en sécurité d'Ouganda, de RDC, de Tanzanie et du Kenya, sans compter un nombre indéterminé d'employés travaillant sous leurs ordres. L'histoire retiendra que l'aventure onusienne en Côte d'Ivoire a débuté en 2004 par la résolution 1528 et par une autre résolution, la résolution 2172, Aïchatou Mindaoudou deviendra la dernière représentante des Nations Unies dans l'histoire de la période post-crise en Côte d'Ivoire. En effet, en juin 2017, les drapeaux des Nations Unies ne vont plus flotter dans ce ciel du quartier général des Nations Unies de l'hôtel Sebroco à Abidjan. Le transfert des compétences de l'ONUCI en Côte d'Ivoire a déjà démarré. Le programme attendu est ambitieux et sa réussite méritera, à n'en point douter, de figurer dans le livre Guinness des records. Les projets à impact rapide constituent actuellement un véritable outil de renforcement de la confiance entre les acteurs dans les différentes localités qui étaient en conflit. Nous en voulons pour preuve
Les résultats positifs obtenus à Angovia, dans la région de Boiflé, à Bayota, à Loguata, à Dania et dans bien d'autres localités. Cet échange entre la ministre ivoirienne de la Solidarité, professeur Mariatou Koné, et la représentante des Nations Unies à Bugon s'est déroulé à l'occasion de la cérémonie de lancement des 63 derniers projets à impact rapide de l'ONUCI d'une valeur de 2 millions de dollars, soit plus de 1 milliard de francs CFA. C'est dans le cadre de la construction d'une infrastructure sociale à Bangolo qui est située dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, que nous avons souscrit à ce projet d'impact rapide et nous avons été retenus. Désormais, c'est le ministère ivoirien de la Solidarité et de la Cohésion sociale qui pilotera ce projet. Le retrait progressif de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire a commencé en 2014 conformément à la résolution 2172 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Depuis, l'ONUCI et le système des Nations Unies continuent à s'investir à tous les niveaux pour soutenir l'engagement des différents partenaires nationaux en Côte d'Ivoire. Les enseignants du Niger ne décolèrent pas. Le collectif de leur syndicat rejette en bloc l'évaluation des enseignants clé en main décidée par le gouvernement. Ils ont de ce fait appelé tous les enseignants à boycotter l'opération d'évaluation des enseignants qui doit commencer en mars prochain de l'ensemble du territoire et qui doit toucher 72 000 enseignants. La cause Niger et le SINASEB condamnent avec la dernière énergie l'évaluation dans sa forme actuelle, car contraire à la législation en vigueur. Le mépris désormais affiché à l'endroit du personnel enseignant. Le désintéressement inavoué des autorités de la 7e République sur la question de l'école publique nigérienne. Le silence complice des parents d'élèves et des partenaires de l'école à tous les niveaux face à la situation que vit l'école publique nigérienne. La cause Niger et le SINASEB appellent l'ensemble de ses militantes et militants à boycotter purement et simplement cette évaluation et toute activité liée à celle-ci. Le gouvernement nigérien, à travers le ministre des Enseignements primaires, a décidé de cette opération au vu de la baisse de niveau des élèves qu'il impute aux enseignants. Au Burundi, des milliers de personnes ont manifesté samedi à l'appel d'organisations proches du pouvoir à Bujumbura contre les pourparlers qui ont débuté jeudi à Arusha en Tanzanie. Des pourparlers qui étaient censés sortir le Burundi de 2 ans de crise politique. Des manifestations similaires ont été également organisées dans plusieurs localités du pays. Selon les organisateurs, cette marche vise à demander au gouvernement burundais de ne pas cautionner les résultats du dialogue inter-burundais d'Arusha, auquel participent selon eux des ennemis de la démocratie. Plus de 6 000 personnes, en majorité des conducteurs de mototaxi, ont défilé au rythme de chansons à la gloire du président Nkurunziza. Selon un diplomate en poste au Burundi, cette manifestation, qui est sans doute orchestrée par le pouvoir, est un signal de plus pour dire à la communauté internationale qu'il n'y a rien à espérer du dialogue qui se tient à Arusha. La tentative du médiateur, l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa, de faire asseoir à la même table pouvoir burundais et opposants qui contestent le 3e mandat du président Pierre Nkurunziza, semble donc visiblement voué à l'échec. L'islamiste égyptien Omar Abdelrahman n'est plus. Condamné à la prison à vie aux États-Unis pour terrorisme, le dirigeant djihadiste non-voyant est décédé, selon un communiqué du ministère de la Justice, de cause naturelle après une longue bataille contre le diabète et une maladie coronarienne. En Égypte, son fils Mohamed Omar a confirmé sa mort. Nous avons contacté les autorités égyptiennes et américaines pour rapatrier son corps, a-t-il déclaré. Surnommé le Tchèque aveugle, Omar Abdelrahman avait dirigé le groupe islamiste radical Gamma Islamia en Égypte avant d'émigrer aux États-Unis, où il avait été emprisonné en 1993 et condamné en 1995 pour des complots visant à attaquer des cibles à New York et à assassiner l'ancien président égyptien Hosni Moubarak. Il a aussi été cité comme inspirateur des premiers attentats contre le World Trade Center à New York en 1993.
Fin 2006, les autorités américaines s'étaient alarmées de sa santé chancelante et le FBI avait dit craindre à l'époque des représailles terroristes en cas de décès. En 2012, le président égyptien islamiste de l'époque, Mohamed Morsi, avait souhaité qu'Omar Abdelrahman puisse purger sa peine dans son pays pour des raisons humanitaires et dans le cadre d'un éventuel échange de prisonniers avec les États-Unis. Mais ce fut sans succès. Le Sénégal a appelé vendredi ces pêcheurs qui ne sont pas en règle à ne plus pêcher dans les eaux mauritaniennes afin d'éviter des incidents. Cette mesure intervient alors que la Mauritanie applique une nouvelle réglementation concernant les pêcheurs étrangers. Le ministre sénégalais de la Pêche, Oumar Gueye, a donc exhorté les pêcheurs sénégalais à ne plus s'aventurer dans les eaux mauritaniennes de façon clandestine. Un incident maritime s'est récemment produit au cours duquel des pêcheurs sénégalais ont rapporté que des gardes-côtes mauritaniens ont tiré sur des pêcheurs sénégalais, blessant certains. Une source proche du gouvernement mauritanien avait alors affirmé que les Sénégalais ont refusé d'observer les conditions de l'accord de pêche entre les deux pays. Désormais, Dakar et Nouakchott se sont entendus pour des patrouilles mixtes sur leurs frontières maritimes pour faire respecter leurs réglementations et prévenir d'éventuels incidents. Rappelons que les pêcheurs sénégalais, qui sont confrontés à une raréfaction de la ressource halieutique dans leur pays, due notamment à une surexploitation, dépendent en partie des eaux poissonneuses du voisin, la Mauritanie. Washington, le président américain Donald Trump, arrivé à Melbourne à bord du Boeing présidentiel Air Force One, a ravi ses supporters lors d'un grand rassemblement en Floride, comme s'il était encore en campagne électorale, assurant que sa présidence se déroulait sans heurts et s'en prenant avec virulence à la presse. La vie est une campagne politique, a-t-il lancé à l'endroit des hommes de médias. Après un premier mois houleux à la Maison-Blanche, le milliardaire au programme populiste, nationaliste et protectionniste a donné un discours au ton combatif, voire agressif devant des milliers de personnes venues à sa rencontre. La Maison-Blanche fonctionne tellement sans accroc, sans heurts. Croyez-moi, j'ai hérité d'un grand bazar, a lancé le successeur de Barack Obama sous les cris et les applaudissements de ses partisans. Et pourtant, la jeune présidence Trump est secouée par une série de revers politiques comme la suspension par la justice de son décret anti-immigration, la démission de son conseiller à la sécurité nationale, par de vives tensions avec les médias et par des fuites à répétition. Pour un début de présidence, Donald Trump affiche un score historiquement bas avec à peine 8% de démocrates ou affiliés qui sont satisfaits. Ce sondage date d'avant le départ de son conseiller diplomatique Michael Flynn, forcé de démissionner le 14 février pour avoir menti sur la teneur de ses contacts avec la Russie avant l'investiture du 20 janvier.